Be yourself, parce que je le vaux bien. Think different. Ces slogans de marque exaltent la singularité de l'individu. Ils sonnent pourtant comme des mots d'ordre derrière lesquels il faudrait se ranger pour que chacun d'entre nous puisse faire reconnaître sa valeur. Dans Humanité, j'aimerais interroger ces injonctions sociales, comprendre d'où elles viennent et d'où elles tirent leur force et leur légitimité. Pour ce faire, j'ai décidé de me pencher sur un essai datant de 1970, un classique des sciences sociales d'une acuité toujours actuelle, La société de consommation du sociologue Jean Baudrillard. C'est un livre virtuose qui a le mérite de sortir de la simple critique du consumérisme marchand ou encore de la dénonciation du marketing ou de la publicité. Derrière l'acte d'achat, nous dit Baudrillard, il y a une organisation sociale, un agencement de la société avec ses inégalités, ses hiérarchies. Mais il y a également un discours orienté vers le progrès, l'abondance ou encore la prospérité. Pour interroger la société de consommation et ses injonctions, j'ai décidé de faire appel à Aïcha Ndiaye, étudiante en parcours sciences politiques au sein de l'ESCE. Aïcha, bonjour. Bonjour Olivier. Je suis ravi de te retrouver. Oui, Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, vous allez bien? Ouais, très bien. Il fait un peu froid, Oui, quand même. mais moins froid qu'au Québec. Où tu étais. Effectivement, oui, je vous ai très pas là-bas. C'est là où tu as fait ton échange. Oui, Ouais. mon échange de 4e année, oui. Tu vois, Aïcha, j'ai pas choisi vraiment cet endroit par hasard parce qu'on est devant la Samaritaine, qui est un temple du luxe, du calme, de la volupté, comme pourrait le dire Baudelaire. C'est la période de Noël, donc la période d'achat des cadeaux de Noël. Et ça renvoie vraiment à ce que dit Baudrillard sur ce qui structure la société de consommation, du moins l'illusion qu'il y a derrière, qui est celui de l'abondance, le mythe de l'abondance. En plus, ça fait écho à l'actualité parce qu'on n'arrête pas de parler de pénurie, de crise et de fin de l'abondance. Eh bien, le problème, nous dit Baudrillard, c'est que cette abondance, n'est pas un caractère qui est supplémentaire dans la société de consommation, c'est structurant. C'est vraiment ce qui donne du sens à l'objectif de croissance illimitée, quoi. Tu vois, on est dans une société où on cherche la croissance année après année et l'objectif, c'est cette abondance qui nous entraîne dans ce mouvement tous en tant que collectif parce que derrière, il y a une aspiration à l'égalité. C'est pas l'égalité des révolutionnaires de 1789, c'est pas cette égalité politique, c'est une égalité qui est fondée sur le bien-être matériel. Nous sommes tous à égalité devant l'objet de consommation, devant l'acte d'achat et d'une certaine façon, si on accroît notre capacité d'acquisition des biens et des objets, eh bien, on arrive à une égalisation des conditions d'existence. Et c'est peut-être ça qu'il y a derrière le mythe de l'abondance. Ce que tu décris là, c'est vraiment l'avènement du matérialisme avec comme image les caddies remplis des ménagères dans les années 60. Le salut ne sera pas au paradis, mais le paradis sera dans les rayons de supermarché. Je pense à des images où on voit la parfaite ménagère avec son caddie, très heureuse de le remplir à bord, à bord, à bord, à bord. Et on se dit, bah voilà, on a trouvé la clé du bonheur, du bien-être. C'est ce caddie qui est très rempli. Mais en fait, on est allé un peu vite en pensant que la société de consommation, c'était simplement une société matérialiste. Ça n'est pas que ça. D'un point de vue moral, on l'a même considéré comme une société nihiliste. Tout est relatif, tout s'achète. Ce n'est pas seulement ça. Il y a une forme de salut aussi dans la société de consommation. Mais juste, ça s'est déplacé. Ça se trouve ailleurs. C'est une façon de dire, voilà, il y a des sociétés qui ont promis le meilleur ailleurs. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est la fin de l'histoire, c'est la fin de la religion et le bonheur, notre réalisation, on va l'accomplir ici même, sur Terre. Tu vois, d'une certaine façon, on disait, mène une vie exemplaire, dans les discours religieux, mène une vie exemplaire et tu gagneras peut-être ton salut dans l'au-delà plus tard. Eh bien, la société de consommation, elle nous dit, vis de façon très intense ici, et tu auras une vie pleine et remplie ici-bas. On ne sait pas ce qui se passe ensuite. Préoccupons-nous de ce qui se passe ici. Puis, elle entretient un rapport au salut d'une façon différente aussi, un peu absorbante. La société de consommation, elle mange tout pour pouvoir vendre tout. Elle transforme tout en valeur d'usage et en valeur d'échange. C'est la même chose avec tout ce qui est transcendance, tout ce qui est sacré, tout ce qui nous dépasse et qui nous emporte. Pense par exemple à la culture. Je parle de la culture avec un grand C. Hein. La culture que tu vas voir dans un musée, au Louvre. Il y a un musée à Paris, il y a un musée à Abu Dhabi pour le Louvre, par exemple, qui a été acheté, créé avec des deniers, quoi. Mais aussi quand tu vas au bon marché. Ils organisent des expositions d'art contemporain. Peut-être que tu connais le dissident chinois Ai Weiwei. Eh ben, il a organisé une exposition au bon marché. Mais regarde, si on continue sur la question de la culture, aujourd'hui, l'un des artistes contemporains les plus connus s'appelle, tu le connais peut-être? Non. Non, c'est Jeff Koons. Et en fait, c'est un ancien trader. Toi qui fais de la finance, ça devrait t'intéresser. Ouais. C'est un trader reconverti. Ouais.
Et il atteint des cotes qui sont astronomiques au niveau du marché de l'art. Et je vais prendre un exemple plus prosaïque, moi, qu'on connaît tous. Picasso, artiste peintre. Eh ben, tu trouves du Picasso sur tes tasses, sur tes nappes de table, et y compris, tu as un modèle de voiture qui s'appelle Picasso. Tu vois la puissance de la société de consommation. Elle absorbe ce salut, ce sacré, elle l'intègre comme objet de consommation courant. Et en fait, on espère, nous, en tant qu'acquéreurs, en tant que consommateurs, récupérer un peu de la magie, de l'aura qui entoure ces objets et le nom de ces artistes. C'est très archaïque ce que tu dis là. Je ne pense pas que le consommateur soit aussi dupe. Moi-même, quand je consomme, je prête attention à ce que j'achète, à voir l'impact que ça aura sur moi, sur l'environnement. Mais t'as raison. Le consommateur qui est décrit par Baudrillard, il n'existe plus tout à fait avec ta génération ou même ma génération. On est beaucoup plus avertis, on est beaucoup plus au fait des contraintes ou des exigences environnementales ou sociétales. On en a parlé tout à l'heure, on a tous les deux une application sur notre téléphone qui nous permet de vérifier si les produits répondent bien aux exigences qu'on a nous en tant que consommateurs. Donc on est plus vigilant. Mais il faut bien voir qu'une chose, c'est que si on n'était pas dupe d'une certaine façon de cette puissance de la société de consommation, on achèterait tous des biens pour ce qu'on appelle la valeur d'usage, c'est-à-dire leur utilité, leur fonction. Une machine à laver, ça lave. Une voiture, ça roule. Donc on aurait tous une voiture standard, une machine à laver standard. Et c'est pas le cas. Il y a d'autres choses qui sont en train de se jouer dans cette société de consommation et c'est ce qu'on cherche à étudier. Et ce serait donc ça les injonctions qui t'intéressent, les injonctions qui se cachent derrière les objets de consommation. C'est ça, derrière les objets de consommation, il y aurait des injonctions. Tu as étudié le marketing. Ouais. C'est bien en marketing qu'on n'achète pas simplement un produit. Là, on serait sur de la valeur d'usage. Derrière un produit, il y a autre chose. Il y a notamment une marque. Et si cette marque, elle veut durer, si elle veut s'inscrire longtemps dans le paysage, elle cherche à incarner une ou plusieurs valeurs. Et ces valeurs, elles sont associées au message qu'envoie la société de consommation. Je vais donner des exemples simples. Peut-être que tu peux me répondre d'ailleurs. Si je te parle d'Evian, par exemple, tu l'associerais à quelle valeur? La vie. La vie, la jeunesse. Ouais. Si je te dis L'Oréal. La beauté. La beauté. Si je te dis Chanel. L'élégance. Ben voilà, tu vois. Ouais. Tu te dis, voilà, moi en tant que consommateur, je vais consommer du Chanel, du L'Oréal ou de l'Evian. Je cherche à capter moi aussi une partie de ces valeurs. En fait, on est dans la liberté de choix du consommateur, mais pas du tout. Ce que nous dit la marque, ce que nous dit la société de consommation, c'est que tu dois consommer ces valeurs, mais de façon impérative. Tu dois rester jeune. Tu dois être élégant. Tu dois être toi-même. Et tu dois être toi-même, mais en restant jeune, élégant et beau ou belle. Ce sont des contraintes qui s'exercent, ce n'est pas des suggestions, des promesses. Ce sont vraiment des contraintes qui s'exercent sur chacun d'entre nous en tant que consommateur et qui font que notre liberté, en réalité, elle est dirigée. Et ce serait donc ça les injonctions qui t'intéressent. Ok, je vois, mais il y a quand même quelque chose qui m'échappe. Pourquoi elles me contraignent? Pourquoi elles m'influencent? C'est à cause de la publicité, du marketing? Ouais, alors ça c'est une critique qui est classique, c'est ce que je disais en introduction aussi, la critique de la publicité, comme si nous étions des imbéciles et qui nous laissions tromper par l'écran publicitaire qu'on verrait au cinéma. En fait, c'est pas aussi simple que ça. Toi, en tant que consommateur, on peut statuer le marketing, mais même moi, ou n'importe qui autour de moi dans l'équipe, quand on regarde une publicité, en fait, on se fait pas piéger. On sait exactement ce qu'elle cherche à faire. Le message, il est clair. Elle cherche à nous vendre un produit. Et on est d'accord avec ça, on l'accepte. Et on voit comment elle cherche à nous le vendre. Je repense souvent à cette pub, tu sais, sur Schweppes, What Else? Yeah. Quand tu es au cinéma, en fait, tu te marres. Ça crée de la connivence. Quand tu penses au pub original, parce que, tu vois, l'original rouge, pareil, ça crée de la connivence. En fait, l'horizon culturel de la publicité, c'est un univers de connivence entre l'annonceur et le consommateur. Donc, c'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Là, on n'est pas dupe. Là, on serait dupe. Là, on se fait peut-être manipuler. C'est sur l'idéologie de la consommation qui va sous-tendre la publicité, les marques, les produits. C'est quoi cette idéologie de la consommation? C'est celle du libéralisme et celle de l'individu souverain, ou de l'individu roi, ou du client roi, si tu préfères. Et derrière aussi la question de l'auto-engendrement, le mythe de l'auto-engendrement que fournit la société de consommation. Je m'explique. On est tous avec une certaine identité, un certain patrimoine, mais le consommateur, le message qu'on lui vend, c'est qu'il est libre.
il est libre de ses choix, il est libre de s'inventer, il est libre de se réinventer, il est libre de devenir beau, performant, successful. Tu vois, tout ça, c'est le message qui est véhiculé par la société de consommation sous forme d'une idéologie qui va venir s'appliquer aux uns et aux autres. Et elle est terriblement efficace, et elle est puissante parce qu'elle transforme nos consommateurs en acteurs de la croissance et de la dynamique de la société de consommation. Pour résumer, en fait, l'idéologie libérale a dit « Arrête de penser la société, pense en tant qu'individu, et ce sera très bien ». Et c'est tout ce qui va avec, tu vois, le self-made man, quoi, le mec qui va se construire tout seul, qui va se faire tout seul. C'est ça, l'idéologie libérale de la société de consommation. Donc si je comprends bien, au fond, la société de consommation ne sert qu'elle-même, les profits, les croissances, mais au fond, est-ce qu'elle nous sert, nous, en tant que consommateurs? Non, tu as parfaitement raison. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'elle s'intéresse moins à l'individu qu'au consommateur. Elle cherche à dire à l'individu, c'est en tant que consommateur que tu vas t'accomplir. Donc elle cherche à nous prendre les uns après les autres, de façon isolée, et nous dire, bah voilà, par l'acte d'achat, tu vas pouvoir t'accomplir et te réaliser. Donc c'est un individu qui est plus un individu qui est enraciné, mais qui est déraciné. C'est un individu qui est hors sol et qui va se connecter, qui va se brancher sur des marques, sur des valeurs pour fabriquer sa nouvelle personnalité qui sera surgie du sol, tu vois. En fait, ce qu'on oublie trop souvent quand on parle de société de consommation, c'est qu'il y a société et consommation. On s'intéresse qu'à la consommation. Mais société, ça veut dire qu'il y a du vivre ensemble. Il y a une organisation sociale derrière. Et c'est là où il y a une singularité, c'est que cette façon de faire société, c'est en insistant sur l'individu. En disant c'est lui le cœur de la société, c'est en accomplissant, et tu vois le libéralisme derrière, en accomplissant ses choix, en suivant son intérêt, ses passions, ses désirs, que la société se forme et s'agrège. Mais c'est vraiment une façon qui est de construire la société non pas sur l'interdit, sur la norme restrictive, mais sur la permissivité. Mais dans le fond, il y a quand même une forme de contrainte qui est exprimée à travers ces injonctions. Et tu vois, en plus dans ce modèle-là, où l'individu il est bousculé tout le temps pour son identité qui est toujours en mouvement, où il va acheter pour se reconfigurer. J'achète un nouveau jean, je suis une nouvelle personne, et puis demain je vais acheter un nouveau pull, et je serai encore une nouvelle personne, où tout est changeant sans cesse. Il n'y a jamais de stabilité parce que justement l'individu il est pris dans ce modèle où en tant qu'individu, il y a d'autres individus à côté de lui, il va se comparer, il va regarder, il va jalouser, il va envier, et on va essayer de se répéter, tu vois, quand on voit une égérie d'une marque, on a envie d'avoir les mêmes choses que ce qu'elle porte, quoi. Donc on va essayer de s'identifier à elle. Parfois, on va chercher à se différencier des autres. Et c'est cette stratégie qui fait qu'on est dans une compétition globale des individus contre les individus. Et à la fin, bah, écoute, le jeu est jamais terminé, quoi. On remet toujours sa place en jeu parce que la compétition ne s'arrête jamais. D'accord. Donc, de ce que tu dis, je perçois l'aspect de la beauté qui n'est plus un critère esthétique abstrait ou absolu, figé dans le temps. Ouais, c'est que la beauté, c'est vraiment un critère social désormais. C'est un critère qui va nous permettre de nous investir à la fois narcissiquement et aussi en tant que capital. Je vais m'expliquer. Tu vois quelqu'un dans la rue que tu trouves beau, si tu vois Brad Pitt demain ou je sais pas, Nathalie Baye me vient à l'esprit tout d'un coup, on se dit tiens, c'est une belle personne, une belle femme, un bel homme et tout ça, les critères sont objectifs. Pas du tout, les critères sont changeants au fil du temps. Voilà, il n'y a pas de critères figés éternellement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que ils sont remodelés par la société de consommation en fonction des modèles, des valeurs qui sont défendues, bien sûr. Mais il y a aussi, ce que tu dis derrière ça, c'est l'élément corps, le corps. Je te dis, tout est changeant. Nos personnalités se branchent sur des valeurs, sur des objets de consommation qui bougent tout le temps. Dans un monde profondément instable, le corps devient le centre de gravité de l'être. Alors c'est un peu pompeux la façon dont je le dis, le centre de gravité de l'être. Mais c'est vrai, on est adossé presque à notre corps, on se réfugie dedans. Le salut passe plus par l'âme ou l'esprit, il est dans notre corps. Et c'est ce qu'on voit avec à la fois, tu vois, un investissement narcissique très puissant du corps. Ce qui a de la valeur, c'est moi. Je m'aime. Je défends ma propre image vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est une façon de se défendre des agressions du monde extérieur. En fait, souvent, les gens qui ont un narcissisme hypertrophié, c'est en réalité des gens qui sont vraiment dans la fragilité, dans la vulnérabilité. C'est une façon de se protéger. Moi, je. Narcissisme exacerbé. Donc, c'est une forme de narcissisme exacerbé, déjà, c'est le corps, et aussi un capital. Quand tu vas à la salle de sport, quand tu fais attention à ton alimentation, tu fais ça pour durer davantage, pour être en bonne forme,
pour être plus productif, plus performant dans ton travail, dans tes relations humaines, et ainsi de suite. Donc ce corps, investissement narcissique et aussi capital à faire fructifier, c'est vraiment la nouvelle forme du salut dans la société de consommation. Tu vois, il y a un bouquin dont je parle souvent, le bouquin de Max Weber sur l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, où il explique que finalement le calvinisme est ce qui a permis l'essor du capitalisme par la valeur travail qui devient une fin en soi, par l'épargne plutôt que la jouissance ou la recherche du plaisir. On épargne, on cherche à accumuler de l'argent, de la richesse, et dans ça, on trouve peut-être un signe de notre élection future dans la vie de l'au-delà. Le calvinisme, c'est vraiment, tu vois, une éthique du puritanisme et de l'ascétisme, dans le sens où on n'est pas là pour jouir, on est prédestiné dès la naissance. Peut-être qu'avec un peu de chance, dans notre vie, on va pouvoir trouver des signes d'une élection future par cette richesse qui sera accumulée. Et ben là, dans le consumérisme, c'est le corps qui devient la source de l'investissement. Je vais le faire fructifier, je vais le bonifier, et grâce à ça, peut-être que je vais avoir des signes ici-bas de mon élection dans ce monde, puisque le monde d'après ne nous intéresse pas. Et ça passe par ce corps qui devient beau. La beauté devient vraiment le signe de l'élection. En une formule, Aïcha, on pourrait dire qu'en fait, la beauté, c'est la transcendance internalisée dans l'individu. Donc là, on en perçoit un peu que la jeunesse devient une autre injonction sociale. Ouais, en complément de la beauté, tu as raison, il y a la jeunesse. L'un et l'autre sont indissociables. Mais ce qui est intéressant dans ce que je te dis, tu vois, tu l'as admis finalement assez naturellement, bah, la beauté devient un signe d'élection. Ouais, les gens beaux ont plus de chances de succès dans la vie. Je lis parfois dans des enquêtes que je trouve sur Internet comme ça, je sais pas si elles sont sérieuses, que les gens beaux ont davantage confiance en eux. Bon, ça semble aller de soi. Que les gens beaux inspirent davantage la confiance chez les autres. Que les gens beaux sont plus riches que les autres. Que les gens beaux réussissent mieux en entreprise que les autres. Ils ont plus de promotion. Je ne sais pas si ces études sont vraiment sérieuses ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, nous, on les tolère. Parce que ça veut dire que l'élément discriminant qu'il y a dans la beauté est finalement quelque chose qui est largement admis. On accepte tacitement que les gens beaux sont plus récompensés que les gens moches ou banals ou indifférents ou quelconques. C'est intéressant de voir ça. Ça veut dire que la beauté devient vraiment un critère social admis qui peut être un critère qui va marquer, tu vois, aussi chez certains une peur de la relégation sociale. Si je suis pas beau, qu'est-ce que je vais devenir, quoi? Donc du coup, on revient au consumérisme. Je vais acheter des produits de beauté, des cosmétiques pour me mettre dans la norme de la beauté. Je vais acheter les codes de la beauté. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure, tout début, c'est pas une norme éternelle. Elle est construite socialement. Qu'est-ce qui est beau aujourd'hui? Les cheveux courts, les cheveux longs, le pain allé ou le pain pâle, etc. C'est des choses qui sont construites. Et les produits, la mode, sont là pour venir t'aider. C'est là où la petite perversion de la société de consommation, c'est de dire « Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour révéler votre vraie identité, votre vraie personnalité, pour la faire éclater en plein jour. On va vous aider à faire ça. » Et ceux qui sont passés maîtres en influence, qui sont les maîtres de ces codes de la beauté, de l'esthétique, ce sont, d'après toi? Bah, les influenceurs sur Instagram, ça m'est venu directement à l'esprit. On voit tout de suite, on se voit scroller sur notre écran, etc., suivre des influenceurs, des influenceuses. Ils ont compris à quel point cette aliénation, parce que c'est une aliénation, l'aliénation du beau, il faut coller à des codes, il faut adhérer à ces codes-là, ils le transforment en compétence sociale. Ils disent, toi tu sais pas faire, moi je vais t'expliquer comment faire que ton corps sujet, quand je dis je suis un corps sujet, je puisse le transformer en corps objet. Genre, je parle de mon corps à la troisième personne, mes fesses rebondies, mes lèvres pulpeuses, et un corps, finalement, qui est un corps produit. C'est-à-dire corps sujet, le mien, le corps objet, le corps que j'objective, qui est à l'extérieur de moi, et que je transforme en corps produit, c'est-à-dire matière qui est capable de transformer un corps en objet de consommation, en monnaie sonnante et trébuchante. Je vends la matière première qui est ma beauté. Et là, il y en a qui sont passés vraiment experts en ça. Et je pense, par exemple, à Kardashian. Je ne sais pas le nombre de followers qu'elle a aujourd'hui. Oh, des millions, je crois. C'est des millions, c'est ahurissant. Elle s'est construite comme ça, en fait. Comme influenceuse, c'est un métier, c'est une profession, c'est une expertise. Et tu vois, ça me fait penser au Dr Faust. On est chez Goethe, dans le romantisme allemand. Le Dr Faust,
il accepte de passer un pacte avec le diable pour conserver, pour récupérer sa jeunesse et être à nouveau séduisant. Et j'ai lu quelque part sur Kardashian qu'elle aurait déclaré que si on lui proposait de manger son caca et que ça lui garantissait la jeunesse éternelle, eh bien, elle le ferait. Tu vois, c'est vraiment notre docteur Faust contemporain, Kardashian. Et tout ça, ça me fait réfléchir à la question de notre identité. Parce que si on cherche tous à se ressembler, au fond, on est qui? On perd un peu de cette unicité qu'on a tous en tant qu'individus. Donc, où est notre identité au fond? Ouais, et on va à nouveau chercher à se différencier. On est dans cette ambivalence entre vouloir se ressembler, le conformisme social, et se différencier. Mais là, tu nous amènes encore sur un autre sujet, ce qui est celui de l'identité. Est-ce qu'on a une identité stable ou est-ce qu'elle est toujours changeante? Donc je te propose qu'on arrête là et qu'on réfléchisse si notre identité, elle se trouve pas à l'horizon. Aïcha, tu nous renvoies vers un débat philosophique de fond sur la question de l'identité. Est-ce qu'il y a une essence de l'individu ou est-ce qu'on est toujours dans le devenir et la transformation de soi? Est-ce qu'on est identique à soi-même ou justement est-ce qu'on est différent en fonction des moments de vie?